Alors, rebonjour, rebonjour. On est ce matin pour la visio flash sur l'offre rando. Donc, le concept, comme on a mis en place depuis la fin d'année dernière, c'est de faire des visios sur des thématiques spécifiques et puis de pouvoir voilà, avoir un temps assez bref de présentation synthétique. Et ce matin, avec moi, à mes côtés, le service développement constitué donc de Caroline et de Peggy. Donc Peggy, elle va être notre experte randonnée pédestre puisque c'est elle qui gère l'ensemble du suivi des sentiers de randonnée, de balisage, les aménagements qui sont nécessaires pour la bonne pratique de cette activité qui est très demandée sur notre territoire. Et puis Caroline, qui est en charge des filières, donc au service développement, qui suit également les projets de développement assez importants comme notamment l'offre vélo. Parmi d'autres dossiers. Et cette matinée, donc, c'est vraiment pour expliquer ce qu'on a remarqué en fait quand on rencontre les partenaires avec lesquels on travaille, qu'il y a des demandes qui émanent, et notamment les hébergeurs et les restaurateurs qui sont amenés parfois à avoir des demandes de visiteurs sur les sentiers de randonnée à pratiquer, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner des outils, de vous montrer où vous pouvez aussi trouver les informations pour pouvoir justement répondre aux demandes des différents visiteurs. Ah, alors, il y a dû avoir une petite coupure peut-être, Estelle. Voilà. Oui, on a des excusez-moi, hein, on a la fibre, mais on a des gros problèmes, donc je me suis D'accord, branchée en filaire. Donc voilà, désolée pour d'accord, le très retard. bien. Très bien. Donc là, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais ce que je disais, c'est que l'idée de ce matin, c'est vraiment de montrer les outils qu'on a mis à votre disposition, donc aussi bien sur notre site internet, les supports de communication, pour que quand vous avez des demandes des visiteurs, vous puissiez leur répondre ou les orienter vers les outils nécessaires pour qu'ils puissent justement profiter du vignoble. Donc la visio va se passer en plusieurs parties. Donc d'abord, Peggy, elle va nous présenter justement toute l'offre du vignoble, nous montrer aussi un peu les offres spécifiques par rapport aux différentes clientèles, que ce soit les familles, les randonneurs confirmés, etc. Ensuite, on aura aussi un petit moment sur voilà, les infos à savoir, les particularités des sentiers, voilà, ce sur quoi il faut faire attention ou pourquoi il faut prévenir les visiteurs également. Et puis ensuite, on verra les supports de communication. Et puis, Caroline, toi, tu interviendras sur l'offre vélo, vous montrer ce qui peut être communiqué auprès des visiteurs. Je laisse la parole à Peggy. Oui, donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous faire une présentation succincte de l'offre de randonnée sur notre territoire, vous donner un petit peu les grandes lignes de ce qui caractérise notre offre de randonnée. La première caractéristique, c'est qu'on a de la chance dans notre beau vignoble d'avoir des paysages qui sont très très diversifiés et qui nous permettent effectivement de randonner en toute saison et d'avoir des paysages différents. Donc on a quand même 3 éléments phares qui ressortent sur nos sentiers. Ce sont les rivières qui sont le principal atout en termes paysagers. Ensuite, on a le marais de Goulaine et puis bien évidemment, on a le vignoble. Donc, ce sont vraiment les éléments qui sont marquants et qui font la diversité des paysages de nos sentiers. Ensuite, deuxième point fort, ce qui est important de savoir, c'est que tous nos principaux sites touristiques phares du territoire, le château de Clisson, le Porte-Vue, le zoo de la Boissière du Doré, le moulin du Livau, tous ces sites-là sont situés sur ou à proximité immédiate d'un sentier pédestre. Donc, ça contribue encore à la richesse de l'offre de nos sentiers. Et puis, on a également des bases de loisirs réputées et très, très jolies, comme Pont-Cafinot à Médon-sur-Sèvre, Château-Thébot et le Pertuis-Churin sur Divat-sur-Loire, qui sont aussi des lieux de départ de sentiers pédestres. Donc déjà, toute cette offre-là, toute cette richesse fait que ça nourrit nos sentiers pédestres. Et puis également, beaucoup de caves touristiques sur notre territoire. Et on a aussi beaucoup de caves touristiques qui sont situées sur les sentiers pédestres ou à proximité immédiate. Donc, ce qui fait que sur chaque sentier pédestre, on va avoir des atouts différents et chacun pourra un peu trouver chaussure à son pied.
On a un élément très très fort sur notre territoire au niveau de la randonnée pédestre qui est un axe structurant qui s'appelle le GRP de Sèvres-et-Maine. Donc c'est le sentier de grande randonnée de pays de Sèvres-et-Maine. Donc c'est vraiment une colonne vertébrale qui est vraiment très très importante sur notre territoire puisqu'en fait c'est un linéaire qui suit la Sèvre nantaise d'un côté et la Maine de l'autre. Et ensuite ça se boucle sur la Vendée. Donc ça permet une grande boucle d'itinérance de 103 km. Ça c'est la boucle du vignoble. Donc, ce GRP de Sèvres-et-Maine, c'est vraiment la colonne vertébrale sur laquelle se greffent de nombreuses boucles pédestres. Et donc, ce sont de très belles boucles pédestres puisque plus de la moitié de l'itinéraire se situe sur les bords de rivières. Sur ce GR, ce qui est important de savoir, c'est aussi l'itinérance de Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait. Hein. On a vraiment une forte demande sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, l'itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle, il se colle sur le GRP de Sèvres-et-Maine. Ce GRP de Sèvres-et-Maine, il est balisé en jaune et rouge sur le territoire. Et donc, c'est vraiment un axe important. Sur cet axe important du GRP de Sèvres-et-Maine, on a des mini-tronçons qui ont été valorisés par des parcours d'interprétation qui s'intitulent les parcours Murmures de Rocher. Et en fait, ce sont des mini-parcours qui font entre 2 et 4 km et qui permettent de découvrir la faune et la flore des bords de Sèvres et de Maine avec des mobiliers qui ont une forme ludique très, très originale. Donc, Emma va vous présenter quelques photos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces mobiliers ludiques de parcours Murmures de Rocher. Alors, j'en profite aussi pour accueillir Noémie qui vient de se connecter. Pour information, on enregistre le replay. Donc voilà, pour la première partie, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais vous partager donc, les visuels. Est-ce que vous voyez le partage d'écran et les photos? Oui. C'est bon? Donc voilà, en fait, on a différents parcours thématiques sur ce GRP avec des visuels. Donc là, par exemple, c'est des mobiliers du parcours qui s'appelle la piste aux empreintes. Je vais revenir plus longuement sur ce parcours tout à l'heure. Donc là, c'est un parcours sur la thématique des animaux ou comment reconnaître les animaux selon leur habitat, leur nourriture ou leurs empreintes. Là, c'est un mobilier du parcours qui s'appelle Kivala, qui est situé sur un tronçon entre Clisson, hein, le parc Henri IV, et jusqu'à Moulin-Neuf à Gétigné. Et donc là, c'est un parcours sur la thématique des oiseaux. Donc là, on est toujours sur le parcours piste aux empreintes et en plus de mobilier un peu plus simple, on a des mobiliers beaucoup plus imposants, beaucoup plus ludiques. Donc là, par exemple, ce mobilier, il tourne en fait, il y a des questions avec des petits ronds et les enfants peuvent le tourner pour avoir les réponses. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce soit ludique et que les enfants ils aient vraiment envie d'aller randonner et de manipuler ces mobiliers. Donc, je vais vous montrer également donc, sur notre site où on va pouvoir trouver ces fiches circuits finalement. Oui. Donc, pour la connexion, c'est directement sur le site levignoble-de-nantes-tourisme.com et directement ici, en arrivant sur la première page, vous avez accès à l'offre randonnée. Donc, la rando pédestre et quand vous arrivez sur cette page, vous allez avoir l'accès au parcours nature et ludique. Et c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des parcours avec, bien sûr, ici sur la droite, l'avantage de la géolocalisation qui vous permet tout de suite de voir où il se situe. Et quand vous rentrez, c'est bon? Tout le monde voit bien la navigation sur le site? Oui. Et quand vous rentrez sur le parcours, vous allez avoir accès à un descriptif synthétique, au tracé GPX et à l'itinéraire, commune de départ, d'arrivée, la difficulté du parcours, etc. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir déjà une localisation des parcours. Et puis, on a également pour certains des parcours, on a des livrets. Voilà, donc qui peuvent être accessibles éventuellement sur certains des parcours livrés par exemple pour les enfants. Oui. Donc en fait, voilà, donc ça c'était une présentation globale de l'offre. Donc tout ça pour vous dire que l'offre de randonnée sur le vignoble, elle est multiple et elle s'adresse aussi bien aux familles qu'aux randonneurs du dimanche ou à des sportifs plus aguerris.
Donc là, maintenant, je vais vous faire une présentation un petit peu pour vous orienter vers l'offre famille, vers l'offre randonneur du dimanche et vers l'offre sportif plus aguerri, pour un peu vous donner des pistes pour savoir comment choisir les circuits. Donc, les parcours Murmure de Rocher, je reviens dessus. Donc, ce sont souvent des parcours qui sont assez courts, même si ce sont par contre, en revanche, ce ne sont pas des boucles. Ce sont des parcours qui se font en linéaire, en aller-retour. Mais leur mobilier ludique permet justement d'être attractif pour les enfants. Ensuite, donc dans un des parcours que je cite de Murmure de Rocher, je cite le parcours Me Piste aux empreintes que je trouve intéressant parce qu'en fait, il part du Livau à Gorges et il s'arrête à Gervaux à Clisson. Il est intéressant parce qu'il permet à la fois de visiter le site du Livau avec le moulin à papier et le séchoir qui est géré par l'association des écolorés. Et puis donc, on a tous les parcours, tous les mobiliers le long du chemin. Et à l'arrivée, on arrive à Gervaux, donc le site de Gervaux est magnifique et on peut se faire une petite pause sympathique à la cascade. Et au retour, on peut aussi en profiter pour visiter le bois de Buis, qui est un espace naturel sensible du département et qui est situé juste à côté du site du Livau. Donc ce site-là, je dis, c'est un peu la balade type du dimanche, je dirais, familiale et qui permet de joindre et la randonnée et la visite de sites phares de notre territoire. Combien de kilomètres? Alors celui-là, il fait 2 km aller, on est sur du 4 km aller-retour, c'est très très court. Voilà. En temps de parcours pour une famille En temps de parcours pour une famille qui... Alors généralement 4 km, on est sur 1 heure de parcours quand on marche pas vite, mais qu'on fait que marcher. Là, si la famille s'arrête pour regarder les mobiliers, etc., et vraiment se poser, vous voyez, ça peut faire une petite balade, si on prend le temps de se poser, etc., une petite balade de 2 heures, si vraiment les gens prennent le temps de lire tous les mobiliers, etc. Si l'enfant n'a pas envie de marcher. Ou si l'enfant n'a pas envie de marcher, voilà. Sur l'offre familiale, souvent, on peut avoir aussi tendance à penser à choisir un parcours court avec un petit kilométrage, 5 km, etc. C'est important de vous dire qu'en fait, tous les circuits qui aujourd'hui font 5 km ne sont pas forcément accessibles aux familles. On a certains parcours, je vais vous citer le parcours qui est très très joli sur la commune de la Regripière, qui s'appelle le circuit de la Florencellerie, mais qui a une portion très très escarpée. Emma vous montre une photo, vraiment sur un coteau assez escarpé avec des escaliers où il n'y a pas des rambardes tout le long et ça peut être effectivement pas approprié pour des trop jeunes enfants. Donc c'est vrai que quelquefois c'est pas que le kilométrage qui fait qu'il faut choisir ce sentier-là pour un enfant par rapport à la difficulté. Quelquefois je dirais il vaut mieux choisir un parcours un peu plus long de 8 km, 2 heures de marche tranquille, et qui n'a pas de difficulté de dénivelé ou quoi que ce soit. Ça sera peut-être plus facilement faisable pour un enfant qu'un parcours de 5 km qui a des difficultés comme celle-ci. Et là, la difficulté est indiquée sur le site? Alors en fait, on a sur les fiches randonnée pédestre, en fait, sur le site internet, Emma va vous montrer une fiche rando. Donc là, c'est la 19. Alors ici, pour vous refaire un petit récap, la rando, donc le pédestre à vélo et ici directement l'accès aux fiches circuits à télécharger, puisque toutes les fiches rando sont téléchargeables sur le site internet gratuitement. Donc ici, vous avez la Florencellerie. Voilà. Non, ici, celle-ci. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop, donc là, vous la téléchargez et en effet, la difficulté va être indiquée ici. Alors, hop, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc ici, voilà, il y a sur la carte directement passage escarpé, glissant et étroit le long de la Sangaise pour que ça puisse justement alerter les usagers de cette difficulté-là. Donc effectivement, sur chaque fiche, quand il y a une difficulté qu'on souhaite vraiment signaler, on le note, ce genre de choses, parce que c'est vrai que les gens, des fois, ce n'est pas évident d'appréhender avant de partir en randonnée la difficulté. Donc quand il y a des endroits comme ça très très escarpés et particuliers, on alerte les gens pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent avant de partir. Et donc, et sur la fiche, au niveau de la couverture, on peut le montrer déjà, mais on a ici en première, sur la couverture, donc le nombre de kilomètres, la durée approximative, le balisage et le circuit de départ.
Donc voilà, donc pour les randonneurs, on va dire du dimanche, mais qui sont des gens qui ont quand même l'habitude un peu plus de randonnée, mais qui font des parcours quand même pas trop longs, on a une offre assez étoffée sur des circuits entre 8 et 12 kilomètres qui sont assez faciles d'un point de vue, pas de difficulté majeure en termes de dénivelé ou choses comme ça, et qui sont intéressants parce qu'ils ont des paysages assez diversifiés et aussi des sites, et qui traversent des sites touristiques importants. Donc, je vais vous faire l'exemple de 4 circuits. On a le circuit du Bois-Joli sur la commune de Château-Thébault, qui permet de découvrir bien évidemment le porte-vue et aussi de visiter une cave touristique qui est le domaine de la Chauvinière et qui a également ouvert en saison une guinguette dans les vignes, et donc qui permet aux gens de faire une petite pause restauration, etc. Également, depuis ce circuit, on a un accès très facile à l'auberge de la Gaillotière, qui est même fléchée depuis le parcours. Donc, effectivement, d'ailleurs, je souligne qu'à la Gaillotière, il y a un panneau qui est très, très bien fait au restaurant et qui permet aux gens, depuis le parking de la Gaillotière, qui montre aux gens comment ils peuvent accéder facilement au sentier pédestre de la commune. Si Estelle veut en parler. Oui, brièvement, je vais pas trop. Enfin, moi, je suis une grande fan de randonnée, mais ça, Peggy, tu penses que tu le sais. Oui. J'ai voulu assister à cette réunion parce qu'en fait, je pense qu'on apprend toujours à travers des échanges. Donc, le fait est que j'ai testé déjà plusieurs parcours dont vous faites la promotion aujourd'hui. Et bien évidemment, sur la commune de Château-Thébault, l'objectif était de mettre en avant ce parcours du Bois-Joli qui est très proche de l'auberge La Gaillotière et d'y associer effectivement un panneau en indiquant qu'on faisait salon de thé du mardi au vendredi, qui est juste sur la boucle. Voilà. Oui. Et il est vrai que beaucoup de gens désormais viennent faire ce parcours avant un déjeuner ou après un déjeuner ou avant un dîner. Voilà, à la belle saison, même en hiver en fait. Et on en fait la promotion, à l'auberge, oui. Et on a ces petites fiches que l'on distribue pour les gens qui le souhaitent. Et on a également un panneau en extérieur qui reprend cette carte avec un QR code et les gens peuvent le scanner et partir avec sans avoir la carte en papier en fait, en format papier. Voilà. Ah oui, impeccable. C'est parfait. Donc voilà, c'est vraiment, on est très attaché à tous ces chemins de randonnée qui mettent vraiment en valeur notre territoire, le vignoble, le belvédère, la petite commune de Château-Thébault et puis bien d'autres ailleurs. En fait. Ouais. Voilà. Merci Estelle, merci beaucoup. De rien. Donc ensuite, je pars sur un autre circuit, c'est le circuit buissonnier à la Boissière du Doré. Donc en fait, c'est le numéro 10. En fait, donc c'est un circuit qui est très très agréable sur la commune de la Boissière du Doré, avec des chemins très très naturels dans des espaces. On a les bords de la Divate et on a des espaces avec des points de vue très très dégagés sur le clocher particulier aussi de la commune de la Boissière du Doré, et des chemins vraiment très naturels. C'est vraiment la campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que également ce circuit passe sur le site du zoo. Donc les gens peuvent soit commencer par la visite du zoo et faire le sentier après s'ils le souhaitent, ou se dire tiens, j'ai fait le sentier pédestre, il passe devant le zoo, je reviendrai une prochaine fois visiter ce zoo, je ne connaissais pas, etc. Donc vraiment le but c'est ça, c'est que quand il y a un sentier pédestre, on puisse valoriser aussi venir à la journée et faire plusieurs choses. Ensuite, on a le circuit de la Sèvre sur la commune du Palais, qui est aussi un circuit intéressant et assez complet parce qu'on a à la fois un paysage de bord de Sèvre avec des sites vraiment phares sur les bords de Sèvre au Palais, comme le site du Pé de Vignard ou le site du Port d'Omino. Et puis également, on passe beaucoup aussi dans des jolis points de vue sur les vignes, et on passe sur le site du château de la Galissonnière, qui est une cave touristique. Et puis, petit intérêt de ce circuit-là pour les gens qui n'ont pas envie de venir en voiture, eh bien, il est accessible directement depuis la gare du Palais. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les gens qui voudraient venir de Nantes faire le sentier et pas venir en voiture. Eh bien, ils peuvent venir et au niveau de la gare du Palais, le circuit, on peut prendre le circuit depuis la gare. Ensuite, dernier circuit que je vous présente dans cette offre-là, qui est justement cette offre 8 à 12 km, c'est le circuit des Moulins à Monnières, qui est aussi un circuit vraiment très, très intéressant et très diversifié,
où là, on passe sur les bords de la Sèvre, dans des petits bois, des espaces boisés, des jolis bois. Et puis vraiment, dans les vignes, il s'appelle le circuit des moulins parce qu'on passe sur 3 sites où il y a des moulins, avec vraiment des panoramas très, très jolis depuis les moulins. D'ailleurs, la commune a aménagé récemment sur le site du moulin de la Minière des panneaux d'interprétation et puis sur ce site. Et donc, en fait, c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi, atout de ce circuit, c'est qu'il y a l'étang des Tuileries qui est situé vraiment à mi-parcours du sentier et donc qui permet de faire la pause pique-nique à mi-parcours du sentier. Si par exemple le matin on part pas trop de bonne heure et qu'on part vers 10h30, eh bien on arrive à mi-parcours à l'étang des Tuileries pour pique-niquer et on a fait la moitié du parcours, on mange un petit bout, on se remotive pour refaire l'autre moitié. Voilà pour l'offre un petit peu de ce que j'appelle les randonneurs du dimanche. Ce n'est pas péjoratif. Donc là, on va parler des randonneurs un petit peu plus entraînés, un peu plus sportifs, qui sont habitués, pas forcément, ce n'est pas une question de dénivelé, c'est aussi sur une question de longue distance. Tout le monde ne peut pas marcher sur des longues distances, il faut quand même un minimum d'entraînement. Donc là, d'un coup, on a aussi une offre assez étoffée de circuits qui font entre 13 et 20 km. Donc là, je vous présente le circuit des Ombrages sur la commune du Landreau, qui est un circuit quand même, un beau circuit de 16 km et qui est vraiment magnifique, qui passe par de nombreux chemins creux avec des grandes portions sur des chemins creux ombragés. On a aussi des passages dans les vignes avec des très beaux points de vue. Il est agréable à faire en toute saison parce que c'est vrai que je l'ai parcouru cet automne et il y avait des magnifiques couleurs dans les vignes, mais je l'ai également fait cet été et c'était également très, très joli. Donc, vraiment un beau circuit de 16 km à faire, le circuit des Ombrages au Landreau. Et puis, pour terminer, en 2022, on a créé, alors ce n'est pas vraiment une création, en fait, on a proposé une grande boucle de 20 km à la journée. L'idée, c'était un petit peu, voilà, une grande boucle touristique de 20 km. On prend son temps, on prend toute la journée pour faire ce circuit et on est dans la découverte touristique parce que ce circuit passe par pas mal de sites touristiques forts, donc Pont-Cachino, le Porte-Vue, la guinguette de la Huchette et également nos parcours d'interprétation. Il passe sur 3 parcours d'interprétation. Et donc, en fait, ce grand parcours qui fait 20 km, qui s'appelle la boucle de la Maine, en fait, c'est sur 4 communes et on a pris les plus belles portions des sentiers de ces 4 communes qui sont Château-Thébault, Aigrefeuille-sur-Maine, Saint-Lumine-de-Clisson et Médon-sur-Sèvre. Et on a pris les plus belles portions de ces circuits pour faire une boucle qui permet de passer de part et d'autre des bords de la Maine et d'avoir vraiment les plus beaux tronçons des tronçons vraiment magnifiques des sentiers pédestres avec tout un tas d'atouts touristiques et des caves touristiques aussi à voir sur le sentier. Emma, on a fait une partie. Tout à fait. Ouais, testé, approuvé. Voilà. Tu mets en photo sur ça. Voilà, exactement. Ça n'est peut-être pas reconnu, mais bon, voilà, on le dit. Ok. Donc voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'offre déjà? Alors, je pensais juste à Madame Defi qui est là pour Clisson, l'accès, par exemple. Alors, sur Clisson, on a vraiment un circuit qui est vraiment le circuit type et phare à faire sur Clisson, qui est le circuit qui s'appelle Au cœur de Clisson, qui est un circuit qui part du château et qui est un circuit qui passe essentiellement par le cœur de ville, mais aussi le parc Henri IV, et qui va quand même jusqu'à l'Arsenal, à Gétigné, et après qui boucle par Gétigné et revient par la Garenne-Valentin. Donc, c'est vraiment un circuit assez complet à faire sur Clisson qui nous permet de voir les principaux sites de Clisson parce qu'il passe aussi dans le parc de la Garenne-le-Maux. Donc, c'est vraiment le site un peu flash pour découvrir Clisson rapidement. Pour découvrir Clisson assez rapidement. Il est ici, au cœur de Clisson. Il est également dans une fiche randonnée. Voilà. Il permet de découvrir le. Alors là, il fait 6 km celui-ci. Voilà. Et sinon, il y a un circuit plus important qui s'appelle le circuit de la Sèvre à la Moine, qui fait 12 km, je crois, et qui a une variante un petit peu plus courte. Donc là, la Sèvre à la Moine. 13 km. Voilà, 13 km avec une variante courte où on coupe en passant sous le viaduc de la Moine. Est-ce que vous avez des questions sur déjà cette première partie? Non. C'est bon. Okay. Très bien.
Donc après, je voudrais vous parler un petit peu de quelque chose de particulier sur nos sentiers. On a une offre qui est très importante, mais il est important aussi de savoir que cette offre aujourd'hui, elle est fragilisée et elle est à préserver. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que notre vignoble a un petit peu une situation juridique particulière au niveau de nos sentiers. C'est que tous nos bords de rivière, la majorité de nos bords de rivière sont privés. En fait, tout ce qui est la Maine et la Sèvre sont des rivières qui sont dites non domaniales. Ça veut dire qu'en fait, les berges et le lit du cours d'eau appartiennent en fait aux propriétés riveraines. Et la majorité des propriétés sur les bords de rivière sont privées. Et donc, il faut savoir que nos sentiers pédestres, en fait, on a de la chance de pouvoir passer sur ces jolis sentiers pédestres grâce à l'accord de propriétaires privés qui ont signé des conventions de passage et qui nous permettent de passer sur les bords de rivières. Et puis, on a aussi, dans quelques chemins de vigne, où en fait, on a des chemins ruraux d'exploitation viticole, mais on a aussi souvent, dans les 3/4 des cas, les chemins de vigne appartiennent en mutualité à chaque parcelle de vigne qui sont de chaque côté du sentier. Ça veut dire qu'on a quand même la majorité de nos sentiers pédestres qui sont en propriété privée. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui est méconnu du grand public parce que ce n'est pas évident de le savoir. Et effectivement, quelquefois, on peut avoir des conflits d'usage parce qu'en fait, les gens, ils ont signé les conventions de passage pour les propriétaires privés, pour les pédestres, et pas pour les VTT. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des endroits où les gens ne savent pas que c'est interdit aux VTT. Donc, il y a des endroits où la cohabitation avec les VTTistes se passe très bien et les propriétaires privés ne sont pas forcément défavorables au passage des VTTistes. Mais par contre, il y a certains endroits où vraiment les propriétaires privés ne souhaitent pas que les VTTistes passent parce que ça abîme les berges, etc. Et là, il est important pour nous de vraiment le matérialiser sur les points d'entrée des sentiers. Donc, comme le montre Emma, on a mis en place des panneaux comme ça, circuit exclusivement pédestre, interdit aux VTT et engins motorisés. Merci de respecter les propriétés privées pour que les gens soient informés de cette particularité parce qu'en fait, il s'avère des fois que les gens, quand les propriétaires privés leur disaient vous êtes sur une propriété privée, faites attention, les gens, je leur disais mais non, ça n'est pas vrai, c'est public, etc. Donc c'est difficile de faire comprendre ça et voilà, donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et puis également sur la viticulture, on a depuis quelques années un petit agribashing. Et il est arrivé que certains vignerons soient un petit peu embêtés sur leurs parcelles privées où les randonneurs leur reprochaient de faire des traitements, etc. Et donc aujourd'hui, on a cette chance aussi de passer sur les vignes qui sont des paysages exceptionnels. Et c'est important aussi de respecter le travail des viticulteurs et aussi de faire attention pour des raisons de sécurité. Donc, il y a des démarches qui ont commencé à être faites dans certaines communes de communication pédagogique pour dire aux randonneurs, voilà, vous êtes sur des parcelles viticoles, ce sont des parcelles où on travaille, donc il faut faire attention. Et aussi, merci de respecter notre travail. Donc ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être un petit peu étoffé et dans plusieurs communes avec un discours commun. Et puis aussi, pourquoi quelquefois les VTT, on les interdit, c'est qu'en fait, on assiste de plus en plus à une fragilisation de nos berges. Les berges commencent à être de plus en plus érodées et on est obligé de décaler l'assise du sentier. Alors, je vais faire la photo avant. Alors voilà, par exemple, là, vous avez une photo où les berges, vous voyez, sont totalement érodées et totalement en dévers. Et le sentier, vous voyez, ça devenait vraiment très dangereux d'y passer parce qu'on était vraiment en dévers et on se rapprochait de la berge dangereusement qui était prête de s'effondrer. Et donc, on a fait des travaux, comme ce que vous voyez ici, où on décale l'assise du sentier. On fait ce qu'on appelle des étaiements. On rend le sentier droit et on l'étaie. Et puis, on bouche les endroits pour plus que les gens passent au plus proche de la rivière, que la végétation reprenne ses droits sur la rive et que ça devienne un peu plus stable, ça se restabilise. Donc voilà, on a des cas de figure comme ça. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, on a un gros trou dans la berge. Et donc là, pour pas que les gens continuent à passer vraiment auprès du sentier, que ça continue de se dégrader et qu'on risque un accident, eh bien, on a mis une petite barrière qui force les gens à se décaler de l'assise du sentier.
Voilà, donc effectivement, toute cette question-là d'érosion des berges, de fréquentation des VTT, etc., c'est quelque chose auquel il faut faire attention aujourd'hui parce que on a aussi un risque de surfréquentation de nos circuits avec la multipratique, etc. Et que ce soit à la fois des mauvais comportements qui pourraient amener les propriétaires privés à dénoncer leur convention de passage. Donc ça pourrait être un problème. Et puis également faire attention aussi au niveau du bétail, aussi le conflit quelquefois aussi avec les exploitants où les gens ne font pas attention, n'attachent pas leurs chiens et effraient le bétail. Donc tout ça, c'est vraiment des cohabitations où il faut que chacun se rende compte qu'on utilise tous un milieu pour le travail, pour les loisirs, et faire en sorte que chacun respecte les pratiques de l'autre et être vigilant effectivement sur l'environnement. Et s'agissant des conflits d'usage, je pense aux chasseurs. Est-ce que ces territoires sont Alors, c'est vrai que sur les potentiellement… chasseurs, c'est pas la chose contrairement à certains de mes collègues d'autres territoires de Loire-Atlantique, par exemple comme en Brière, c'est pas un des endroits où j'ai le plus de choses qui m'ont été signalées, de problèmes qui m'ont été signalés, mais bien évidemment, il y a des zones de chasse, donc effectivement, il faut faire attention, hein. On a mis une alerte sur nos fiches randonnées à cet égard. Il y a certains circuits où il y a une variante chasse qui existe en période dans les marais de Boulaine, par exemple. Il y a une variante à prendre en période de chasse. Mais globalement, effectivement, aujourd'hui, tous les terrains sont susceptibles d'être chassés. Et effectivement, pour l'instant, sur le vignoble, je n'ai pas été confrontée à des accidents ou à des conflits forts qu'on m'a rapportés de chasseurs avec qui s'est mal, enfin, où il y a eu quelque chose de compliqué, où des randonneurs se sont sentis en danger, etc. Récemment, j'ai plutôt encore eu des problèmes de conflit avec des quads qui sont venus sur un sentier et qui ont dégradé des aménagements pour passer avec leurs quads. Mais en tout cas, la chasse, je dirais que sur le vignoble, ça n'arrive pas dans les problèmes numéro un qu'on a à gérer au quotidien plutôt que les conflits d'usage avec les vététistes et les quads ou l'érosion des berges qui peut être dangereuse à terme et qui risque de menacer certains de nos sentiers pédestres. Et par rapport à l'érosion des berges, précisément, est-ce que les bâtons de marche nordiques là, sont tolérés? Non, vraiment là-dessus, alors sur l'érosion des berges, moi j'ai vraiment vu que c'était devenu vraiment depuis 3-4 ans que je les vois s'éroder à vitesse grand V, mais je pense que c'est vraiment au niveau climatique, c'est-à-dire qu'on passe d'une sécheresse très 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 forte l'été. Et après, on a la crue d'un coup, c'est-à-dire que la sécheresse l'été fait que le sol est complètement sec, et dès qu'après il y a une crue, et ben en fait, donc dans le coup, le sol s'effondre d'un coup, s'arrache d'un coup, et il y aurait pas mal de ragondins effectivement qui contribueraient aussi à cette érosion des berges. Donc, il n'y a pas d'obstacle au bâton de marche? Non, en tout cas, moi, voilà. Alors après, ce qu'on disait, par exemple, je pense que les VTT faisaient plus de mal que les bâtons de marche, justement, sur quand les berges, l'hiver, elles sont un peu grasses, etc. Et qu'il y a pas mal de VTT qui passent. Et bien, effectivement, le côté tension du VTT, effectivement, accélération, et puis le côté, voilà, il y a une fragilisation. Donc, c'est pour ça que sur certains propriétaires privés, on a été dans la pédagogie. On n'a pas dit que c'est pas qu'ils voulaient pas avoir les VTT sur leur propriété parce que c'était contre les VTT. Ils ont surtout expliqué qu'on venait de faire des travaux sur les berges et que d'un coup, bah, c'était pas approprié qu'on remette les VTT pour refragiliser les berges. Donc c'était plutôt ça on essaye d'être dans une communication pédagogique. Moi, j'avais juste une question sur les trottinettes électriques. Oui. C'est un sujet qui, je ne sais pas où on en est, si c'est un sujet un peu grandissant, s'il y a un développement de cette activité, et qu'en est-il? Alors oui, on a notamment deux partenaires même après qui utilisent plutôt des circuits, pas forcément là de randonnée pédestre, mais plutôt qui sont sur des parcours de chemin et route, en tout cas sur la trottinette électrique. Caroline, toi, tu en sais un peu plus. Après, les parcours ne sont pas toujours identifiés et c'est vraiment de la balade. Voilà, donc c'est plutôt, nous ici dans les vignes, c'est des demandes auprès des domaines viticoles. Ouais, c'est quand même assez voilà, cadré. donc, et dans les parcours de vignes, finalement, dans les chemins de vigne, quoi. C'est souvent en lien avec des propriétaires viticoles qui donnent leur accord et qui voient avec le prestataire où peuvent passer les trottinettes électriques.
Après, on a un autre porteur de projet qui fait un gros travail justement de création Et c'est d'une fait en offre, une nouvelle offre. concertation, hein, c'est fait en Il le concertation. fait en concertation avec les communes, avec les différents propriétaires privés sur lesquels il va passer. Donc, il est en train de constituer sa nouvelle offre. Il est partenaire de l'office d'ailleurs, il s'appelle Trottine Nantes. Donc, lui, il fait ça vraiment dans les règles de l'art, j'allais dire, pour bien respecter aussi là où il va passer. Après, on n'est pas à l'abri d'une pratique sauvage, voilà, où là, par contre, il ne demande pas l'autorisation, il passe un petit peu partout. Franchement, nous, on n'a pas vraiment eu ce retour-là encore, mais effectivement, je pense que c'est plus peut-être dans des milieux un peu plus urbains, on va dire, où on a ce développement-là. Voilà, pour l'instant, Pour ce qu'on peut l'instant, dire sur ce sujet-là. ça reste encore assez C'est un ponctuel. projet encadré avec donc de toute façon, c'est pas des trottinettes qui vont à titre privé comme ça le samedi, le dimanche quand j'ai envie. C'est vraiment les projets qu'on suit aujourd'hui. Ce sont des projets de groupe. Donc, avec quelqu'un qui encadrera le groupe avec les trottinettes électriques, avec un discours pédagogique, avec l'accord sur toutes les parcelles où il sera placé, etc. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la partie support de communication. Hop là. Donc, je vais vous montrer déjà. Hop là. Toc, toc. Ah, ben ça s'est mis à l'envers. C'est bizarre ça. Ça doit être la carte. Voilà. Donc, on a cette carte générale du réseau de sentiers pédestres qui est en vente à l'accueil de l'Office de tourisme, qui est une carte, en fait, alors qui est déjà obsolète aujourd'hui parce qu'il faut savoir que notre réseau, il n'arrête pas d'évoluer depuis quelques années parce qu'on a toujours soit effectivement des circuits qui ferment, des circuits qui ouvrent, des circuits dont on modifie le tracé parce qu'il y a eu des soucis. Donc, en fait, elle a le mérite quand même de permettre de présenter le réseau dans sa globalité, de voir notamment le GR de pays avec justement toutes ces boucles qui se greffent dessus, de voir où est situé le réseau, comment les sentiers s'entremêlent les uns dans les autres pour avoir une vue globale. Et cette carte, elle voit systématiquement vers notre site internet, c'est-à-dire que nos collègues à l'accueil de l'Office de tourisme donc oriente les gens vers notre site internet en leur disant voilà, tous les circuits qui sont sur cette carte, eh bien, les fiches randonnées sont en téléchargement sur notre site internet et l'information, en tout cas sur notre site internet, elle est toujours à jour. Voilà. Donc, on retrouve avec les numéros des fiches. Voilà, les numéros des fiches et sur chaque circuit. Et donc, en fait, après, dans la page de téléchargement que vous a montré Emma tout à l'heure, déjà, c'est là qu'on trouve vraiment toutes nos fiches en téléchargement. Donc, elles sont mises à jour régulièrement. Là, on les a toutes remises à jour en 2023. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge sur les sentiers, un petit changement de tracé, etc., les fiches sont mises à jour. Donc, vraiment, notre site internet, c'est vraiment l'élément numéro 1 pour se renseigner sur la randonnée et avoir une information à jour. Et je montre juste que vous avez des petits outils, il ne faut pas hésiter. Mais en effet, on vous demande par exemple un circuit sur une autre commune du vignoble. Et vous pouvez sélectionner la commune dans laquelle vous voulez aller randonner. Alors, il n'y a pas une petite question? Non, c'est bon. Ah, ok. Alors, donc je vous présente en exclusivité une petite nouveauté qui va arriver au printemps. C'est qu'en fait, on a un topo guide de randonnée qui va arriver, qui est fait par un éditeur privé qui s'appelle les éditions Chamina. Ce sont des éditions très réputées pour la randonnée. Donc, en fait, ce topo guide va s'appeler Les incontournables balades à pied. C'est une collection nationale, et donc sur le vignoble de Nantes. Et donc, ça sera une sélection de serrés, de 20 circuits. Donc, ça ne sera pas l'ensemble de nos sentiers. Donc, c'est une sélection de 20 randonnées avec des circuits qui vont de 5 à 20 km où il a été... en fait, il y a un équilibre sur justement différents types de circuits, ceux qui s'adressent aux familles, ceux qui s'adressent aux randonneurs plus aguerris, etc. Donc, il y a une variété de circuits avec une variété de kilomètres, mais effectivement, le choix a aussi été fait de valoriser les communes et les circuits sur lesquels il y a justement nos sites touristiques phares du territoire, puisque aussi c'est un document de promotion. Ce topo guide va être en vente dans tout un tas de librairies sur la région nantaise. Et donc, à quel prix? 11 €.
Voilà. Et il arrive mi-avril. Il sera en vente à l'office de tourisme, hein, dans notre boutique. Donc, il ne faudra vraiment pas hésiter à venir se le procurer. La quarantaine de nos fiches randonnées reste bien évidemment en téléchargement gratuit sur notre site internet, hein. Donc, ce topo guide, c'est une sélection de 20 circuits. Un peu, c'est un best-of, on va dire, du vignoble de Nantes. Et donc, ce sont les éditions Chamina qui l'éditent et l'Office de tourisme a collaboré à la réalisation de ce topo guide. Et donc, à l'intérieur, voilà comment ça va se présenter. Donc, vous avez une carte en IGN qui est sur la gauche avec un descriptif pas à pas, hein, comme ça se fait sur les fiches randonnées. Et puis ensuite, vous avez des photos du circuit avec les intérêts qu'il y a à voir sur le circuit ou à proximité du circuit. Par exemple, quand il y a un site touristique qui n'est pas sur le circuit même, eh bien, il est à proximité et on le signale. Et puis avec une petite phrase d'accroche sur le circuit et après une mise en valeur d'un élément patrimonial. Et voilà, pour l'offre randonnée. Hop là, je fais un petit... On communiquera de toute façon, hein, par la lettre pro. Enfin, on vous informera de la sortie du topo guide dès qu'il sera bien arrivé à l'office de tourisme. Voilà. Et notamment, en plus, on devrait être à peu près aux environs de du rendez-vous pro de printemps, donc qui se déroulera le mardi 11 avril. Donc, ça sera sûrement l'occasion aussi d'en reparler à ce moment-là. Bah, écoute, merci beaucoup Peggy. Je vais passer la parole à Caroline par rapport à l'offre vélo pour avoir un petit état des lieux de ce qui existe aujourd'hui et ce vers quoi on peut orienter donc les demandes. Eh bien, merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, sur notre vignoble, on a la chance d'avoir quand même une filière itinérance assez sympathique avec d'abord une richesse au niveau des sentiers de randonnée pédestre. Sur le vélo, on est en train de la structurer, cette offre. On a la chance aussi d'avoir le territoire qui est maintenant maillé par des itinéraires cyclables dits structurants. Donc, là-dessus, on a l'itinéraire structurant principal en site propre qui s'appelle la Loire à vélo, qui permet justement de connecter l'Anjou avec Nantes en passant sur les bords de Loire, notamment à proximité de la levée de la Divate, en passant par les communes de Divatte-sur-Loire et Saint-Julien-de-Concelles. Donc la Loire à vélo, nous on relaie sur notre site internet aussi sur ces supports-là. On a aussi un site, sachez-le, qui est très bien fait, un site régional sur la Loire à vélo, sur lequel vous pouvez relayer. Bon, après, la Loire à vélo, ça va concerner plus les communes qui sont en bord de Loire, mais c'est une vraie chance pour nous d'avoir cet itinéraire-là. On a aussi un deuxième itinéraire dit structurant. Je mets des petits guillemets dans le sens où il permet de relier Nantes et le vignoble, plus exactement Clisson-Gétigné. Et cet itinéraire cyclable départemental, on l'a appelé, enfin il porte un numéro, c'est le numéro 3. Et il permet vraiment de faire la jonction entre la métropole et même, je dirais, la Vendée, en passant par Clisson-Gétigné. Donc ça aussi, c'est une vraie opportunité pour nous. Il faut savoir que cet itinéraire 3, il est aussi balisé sur le terrain. Donc avec, si on reprend la petite fiche, je ne sais pas si tu l'as, avec des panneaux blancs sur fond blanc avec un petit vélo vert, comme ça. Oui, voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, vous avez un petit numéro 3 aussi, une petite pastille numéro 3 qui permet de repérer cet itinéraire. Sachez que cet itinéraire est aussi présent sur notre site internet où vous retrouvez le détail de l'itinéraire. Alors, il faut savoir, la particularité, c'est qu'il est scindé en deux parties, l'itinéraire, pour le présenter de façon un petit peu plus détaillée. Donc, on a Vertou-le-Palais, le premier tronçon, et le deuxième tronçon, le Palais Clisson-Gétigné. Là, vous avez l'itinéraire complet. Donc, ça représente de Vertou jusqu'à Nantes-Clisson, on a à peu près 26 km. Si on part de Nantes intramuros, on est sur un itinéraire de 36 km.
Je vous en parle parce que ça permet aussi de cet itinéraire cyclable qui existe depuis 3 ans maintenant. Ça permet aussi de connecter un réseau cyclable sympathique qui est un petit peu l'oublié, je dirais, et qui est pourtant très intéressant. C'est le schéma vélo de la communauté de communes Sèvres-et-Loire, qui est en fait constitué de 5 boucles qui sont interconnectées entre elles, le vignoble à vélo, et qui est donc maintenant connecté à l'itinéraire cyclable numéro 3 à travers donc, la commune du Palais, où on a aussi donc, une gare. Je vous dis ça parce que c'est important en termes d'offres intermodales où on va pouvoir combiner un aller en vélo et pourquoi pas un retour en train. Voilà, c'est en train de se développer sur pas mal de territoires. Nous, c'est encore assez récent, mais on a un gros travail là-dessus à faire. Et c'est une vraie opportunité à saisir. Donc, on n'est pas tout seul, évidemment. Nous, on est plus dans la promotion. Mais on a les deux intercos, donc la communauté de communes Sèvres-et-Loire et l'agglo Clisson Sèvres-et-Maine Agglo, qui travaillent activement sur les modes actifs et sur aussi les schémas vélo. Nous, notre parole au niveau de l'Office de tourisme, c'est de faire en sorte que le touriste soit aussi concerné par ces réflexions sur des nouvelles boucles vélo pour qu'on puisse aussi avoir l'usager touristique en ligne de mire. Donc, sachez que ce vignoble à vélo, il existe déjà depuis pas mal d'années. Il a plutôt bien vieilli, avec aussi une signalétique sur le terrain. On a 5 boucles qui sont entre, je dirais, 9 pour la plus petite, jusqu'à une trentaine de kilomètres. Ce sont des boucles qui ne sont pas en site propre, sauf quand on traverse les centres-bourgs des communes. Donc, on emprunte des petites routes de campagne qui sont à faible circulation, mais il faut quand même être prudent. Donc, il y a une signalétique, évidemment, aussi qui est à l'appui. Et donc, ce vignoble à vélo, Sèvres-et-Loire est en train de travailler sur la mise à jour, justement, des fiches de ces boucles pour permettre, justement, de présenter ce qu'on y trouve. Un peu comme les circuits de randonnée pédestre, on a sur ces boucles la possibilité de voir des sites touristiques phares. Je pense notamment sur la petite boucle autour de la Boissière du Doré, on a le zoo de la Boissière du Doré. On va trouver aussi des boucles où on va pouvoir avoir aussi, par exemple, des caves touristiques sur Mousillon, on va pouvoir avoir des caves touristiques. Donc, il y a vraiment un intérêt à ces boucles vélo. Vous allez les retrouver aussi sur notre site internet, dans la rubrique vélo, où on peut télécharger toutes ces boucles du vignoble à vélo. Voilà. Donc, on va vous donner un exemple. Alors, laquelle tu veux? La boucle à vélo, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. Elles sont toutes différentes. Là, on a une boucle à vélo où vous avez la fiche descriptive. Alors, c'est cette fameuse fiche que vous avez à l'écran qui est en train d'être mise à jour par nos confrères et nos partenaires de Sèvres-et-Loire. Donc, bientôt, elle va être relookée pour pouvoir avoir une information à jour, parce que là, sur cette fiche, il y a certaines cartes touristiques qui ne sont plus dans le paysage, on va dire. À chaque fois, vous avez le descriptif aussi, le nombre de kilomètres. Et on a aussi une idée de la distance entre les différentes communes traversées ou les villages traversés. Et à chaque fois, vous avez une petite information sur ce qu'il y a à voir. Donc voilà, sachez que ça sera bientôt à jour. Dès que ça le sera, on enverra aussi une information, peut-être via nos différents outils de communication, la newsletter pro, où on vous envoie une information. Alors, la bonne nouvelle aussi là-dessus, c'est que si vous voulez avoir une ambiance de ces sentiers de randonnée, on a un blogueur qui est venu aussi tester, je dirais, ces boucles. Moi, j'ai un petit coup de cœur sur, je ne me rappelle jamais de son nom, je crois que c'est Sèvres, autour du Palais, où elle a l'avantage aussi de pouvoir valoriser plusieurs paysages. C'est Sèvres-et-Marais. Sèvres-et-Marais, voilà. C'est celle-ci.
Bon, celle-ci, elle a l'avantage de pouvoir valoriser différents types de paysages sur le vignoble et puis de pouvoir relayer aussi. Vous avez vraiment toutes les ambiances paysagères finalement. On a le marais, on a la vigne, on a la Sèvre. Et on a la Sèvre. Et toujours cette ambiance propre, je dirais, au vignoble. Vous allez passer par plusieurs hameaux, plusieurs petits villages qui font, je dirais, le charme du vignoble. Donc voilà, je vous en parle parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ce réseau cyclable, il est intéressant. Et pour la bonne nouvelle aussi, là, on est plus dans de la projection, je vous en parle quand même. Il y a un projet de un nouvel itinéraire un peu du type Vélodyssée qui s'appellera, enfin pour l'instant on l'appelle la V93. Et donc, c'est nos confrères et partenaires institutionnels Loire-Atlantique Développement qui suivent ça, avec des confrères en Charente-Maritime. Donc, ça sera un itinéraire qui va permettre justement de relier en fait plusieurs parcs naturels régionaux. Et ça permettrait en fait de passer, ça rejoint la Creuse jusqu'à Saint-Nazaire. Et ça permettrait aussi de passer par l'itinéraire cyclable Nantes-Clisson, donc le numéro 3. Donc à terme, bon, on va dire d'ici 3 ans, ça permettra vraiment de gonfler et de valoriser notre offre vélo sur le territoire. On a aussi un très bon ambassadeur avec Nantes Tourisme, Voyage à Nantes, qui valorise aussi cet itinéraire cyclable à travers la nouvelle route des vins, le voyage en vignoble, où là aussi, cet itinéraire cyclable est mis en valeur. Et on a aussi encore un scoop, hein, c'était l'idée de ce matin, on a une nouvelle carte touristique que nous, Office de tourisme, nous avons éditée. Donc là, vous avez la primeur de l'information. C'est arrivé la semaine dernière. Voilà, donc on va peut-être pouvoir la montrer à l'écran. Ben, tu la vois. Donc, je vous la Hop là. remontre un petit peu. Donc voilà, ça c'est une nouvelle carte touristique qui remplace celle que vous connaissiez et qui a l'avantage de présenter toute l'offre avec une échelle assez intéressante. Je vous la déplie. Bon là, évidemment, ça va pas forcément être très facile à voir pour vous, mais je vous en parle parce que du coup, voilà, vous aurez tous ces circuits cyclables dont je vous ai parlé qui sont tracés dessus. Donc, ça permettra quand même d'avoir un outil, un support de papier avec tous ces itinéraires dont je vous ai parlé, cyclables. Voilà. J'ai bien noté que le 3 passait par Clisson, mais est-ce qu'il y a des boucles de 10-15 km en partant de Clisson? Oui. Alors, il y a des projets qui sont suivis du coup par Clisson Agglo, mais ce n'est pas encore matérialisé à l'heure actuelle, mais il y a des projets. Si je peux juste intervenir, si vous passez Cugan et si vous allez directement en Vendée, vous avez de nombreuses pistes cyclables, voilà, et qui passent par Clisson, Gétigné, Cugan. Enfin, vous avez, ils ont un réseau qui est relativement développé en Vendée, si je ne me trompe. Tout à fait. Et c'était justement toute l'importance d'avoir cet itinéraire cyclable qu'on attendait depuis pas mal de temps et qui maintenant existe, l'itinéraire cyclable numéro 3, là, de Nantes à Clisson-Gétigné, qui permet justement de connecter le réseau vendéen. Donc, on a là de quoi valoriser la destination. Et puis, justement, je voulais vous en parler aussi. On a aussi à terme un label qui s'appelle Accueil Vélo, qui est assez intéressant aussi, qui permet de valoriser une offre en prestations hébergement touristique, à condition d'être à proximité d'un itinéraire structurant, donc à moins de 5 km d'un itinéraire structurant. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop, enfin ce label Accueil Vélo n'était pas trop développé sur le territoire, à part en bordure de Loire, du côté de la Loire à vélo, où là, par exemple, on a le camping du Chêne qui est labellisé Accueil Vélo. On a aussi un hébergement partenaire de l'Office, ce sont les chambres d'hôtes Il était une fois, au Loro-Botero, qui sont aussi labellisés Accueil Vélo. Je vous en parle parce que c'est un label qui est coordonné sur notre territoire par Loire-Atlantique Développement et qui permet de valoriser une offre vélo et qui va permettre aussi de faire remonter ces labellisés Accueil Vélo sur un site national qui s'appelle France Vélo Tourisme, où vous allez retrouver aussi
tous les itinéraires cyclables, dont l'itinéraire Nantes-Clisson-Gétigné. Donc ce label, bon, il a des avantages. C'est un label comme tout label, il y a un coût, c'est 200 €. Si vous êtes intéressé, sachez que les hébergements peuvent avoir ce label à condition de pouvoir répondre à des critères. Donc forcément, c'est axé sur l'accueil de l'itinérant à vélo. Et donc, les restaurants peuvent aussi briguer ce label, loueur de vélo, site de visite. Donc, c'est quelque chose qui est certainement amené à se développer sur le vignoble de Nantes du fait de ces nouveaux itinéraires dits structurants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sur notre site, notre espace pro, on a toutes les informations aussi concernant ces labels. Et par rapport à des prestataires sur le vignoble, donc on a aussi des loueurs de vélos qui vont s'installer. Alors, on a un petit peu, je dirais, un manque en termes de loueurs de vélo, je dis professionnels. Donc, sachez qu'on a quelques initiatives qui sont en train de se mettre en place sur le territoire. On a le magasin Endurcycle à Valette qui s'est lancé l'été dernier sur la location de vélos tout chemin en partenariat avec l'IME de Valette pour pouvoir avoir un partenariat sur la réparation des vélos. Donc, c'est assez intéressant comme initiative. Donc là, on est sur la location de vélos en magasin. Et puis, pardon, les vélos musculaires. Vélos musculaires, exactement. Après, il a un projet, mais ce n'est pas encore fait. Il projette aussi l'acquisition de vélos assistance électrique. C'est en cours. Et on a aussi un porteur de projet qui réfléchit à lancer une activité de location de vélos assistance électrique, où là, il mettrait en fait à disposition du loueur du vélo le vélo sur site. Donc, c'est intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, donc on vous tiendra informé. Ça sera il va commencer avec un petit stock, une petite flotte de 6 de mémoire de vélos assistance électrique. Donc, on vous tiendra informé aussi au plus vite, sachant qu'il mettra un service de location en ligne pour que ce soit pratique pour le loueur de vélo, de pouvoir louer son vélo en temps et en heure. Il n'y a aucun loueur sur Clisson? Non, on a un magasin de vélos de cycle, Tal Bicyclette, qui a une grosse activité classique, je dirais, en magasin en termes de réparation, vente vélo. Lui, il a dû s'installer, je crois, juste avant le confinement. Et donc, du coup, il a été happé par son activité magasin, je dirais, réparation, vente de vélo, ce qui fait qu'il n'a pas pu développer un projet de location de vélo. Voilà. Après, on avait aussi il y a 3 ans, on avait juste avant le Covid, il y avait Belle Abord Location qui était basée à Château-Thébault, qui avait des très très belles prestations et qui donc a stoppé son activité juste avant le Covid ou pendant le confinement. Voilà. Donc ce qui explique le fait qu'on a eu un manque de location de vélo. Après, il y a des grosses structures qui existent en Vendée où on peut aussi, l'usager peut louer des vélos, mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ou sur Nantes aussi, oui. On a Bike and Tour qui, lui, alors lui, c'est un autre produit, c'est-à-dire qu'il accompagne aussi des groupes sur une randonnée à vélo. Donc, il vient aussi dans le vignoble. Il a plus concentré son activité ces dernières années sur Nantes, mais il a aussi des produits où il accompagne des clients dans le vignoble, où il associe aussi des dégustations. Excusez-moi, vous pouvez me redonner son nom? Je sais pas. Bike and Tour. Hike. Bike. Ah, Bike. Bike. Dites Bike. que j'ai un mauvais accent. Bike à Nantes. Bike and Tour. Ouais. Bike and Tour. Voilà. N comme Noémie. À Nantes. Soit à Nantes. Oui. À Nantes. Oui. Moi, si je peux me permettre, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter sur Nantes et il est très très bien. Oui. Il donne beaucoup d'informations historiques sur Nantes. Il y a une petite pause dégustation. Enfin voilà, c'est très sympa.
Voilà. Alors justement, nous, on avait expérimenté un petit bout de l'itinéraire cyclable départemental 3 avec Bike and Tour et on a fait un petit… c'est sur notre blog. Vous pouvez le retrouver aussi sur notre blog. Ouais. Vous l'avez mis sur la fiche. Ça doit être en bas. Ici, Là. vous avez la destination, le blog, et vous allez retrouver les articles voilà, qu'on a pu mettre au fur et à mesure. Et donc, il doit être… non, c'est peut-être pas celui-là. Le blog, il est trié par thématique. Et donc, alors, tu mets quoi, vignoble? Nature. Attends, je vois rien, je suis loin. On est un petit peu loin de l'écran, excusez-nous. L'office de tourisme Voilà, a testé pour vous. C'est ça? Ah, c'est ça. hop là. Eh oui. Alors donc du coup, pour la petite histoire, cette mise en pratique, on va dire, on l'avait faite avec Bike and Tour. Donc ça nous a permis d'avoir effectivement un petit un aperçu de l'itinéraire. C'était bon, ça a l'avantage aussi de pouvoir relier des sites phares du vignoble et puis différentes ambiances paysagères. Il y a un petit tronçon de l'itinéraire cyclable qui est un petit peu moins fun parce que quand on part de Vertou, c'est un petit peu moins, je dirais, moins dans une ambiance paysagère. Mais par contre, cet itinéraire cyclable, il a quand même l'avantage de passer par le Pays de Sèvres, Port Domino. Donc, on est quand même sur des ambiances paysagères sympathiques. Et il passe sur une gare? Oui, on a la gare du Palais. Il a justement l'avantage, puisqu'il avait été pensé par le département, hein, c'est un itinéraire qui a été pensé et réalisé par le département de Loire-Atlantique. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir des usages aussi domestiques, pas que touristiques. Donc ils ont fait un mix des différents usages, on est plus là-dessus maintenant, sur des créations d'itinéraires. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir relier aussi toutes les gares du vignoble. Donc, on a la Foissière qui sont connectés, qui sont desservis par cet itinéraire, le Palais, et puis bien sûr Gorges, Clisson. Donc voilà, je vous dis ça parce que je pense qu'on a vraiment un gros potentiel pour se placer sur une destination, je dirais, vélo. On a la chance d'avoir un département qui est déjà très au fait de ces pratiques. Et donc, du coup, le vignoble doit faire partie intégrante, je dirais, de ce positionnement vélo et itinérance douce et tourisme responsable. Mais pour ça, il faut structurer l'offre. Donc, on a aussi besoin de vous. C'est tous ensemble qu'on pourra vraiment positionner notre vignoble sur la pratique douce. Voilà. On a déjà vraiment une structuration très, très bien faite au niveau de la randonnée pédestre. Et donc là, notre travail, ça va être aussi de continuer ce travail-là sur le vélo. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, on est à peu près dans le timing, on va dire. Alors, bien sûr, si vous voulez aller tester la rando, n'hésitez pas. Là, le temps n'est peut-être pas idéal ce matin. Il y a des portions de sentiers qui vont être en crue, qui ne vont pas être très praticables. En tout cas, si toutefois vous avez des questions complémentaires ou des informations que vous n'avez pas saisies, donc déjà, d'une part, en effet, le replay, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous parce que c'est vrai qu'on des fois, le bouche à oreille permet aussi de faire connaître ces petites actions qu'on met en place et puis de pouvoir ensuite partager tout ça. N'hésitez pas surtout à nous recontacter directement, donc soit via l'adresse pros@levignoble de Nantes, qui est l'adresse vraiment qui permet de centraliser un petit peu toutes les demandes qu'on peut avoir de nos partenaires. Et de passer aussi à l'accueil de l'office de tourisme ou nous voir directement à la maison de pays si vous souhaitez récupérer de la documentation ou vous procurer les cartes de randonnée. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Très active. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour là, voilà, si vous souhaitez noter à votre agenda. Donc, on a également un atelier numérique là qui va se dérouler jeudi, je crois qu'il y a encore des places de disponibles, donc pour ceux qui souhaiteraient sur Facebook, Instagram. Et puis ensuite, prochain rendez-vous pour les partenaires, en tout cas, ce sera le mardi 11 avril à Ternelia, Henri IV, Village Vacances, pour
le moment de préparation de la saison, rendez-vous pro autour des produits locaux fabriqués localement. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Et Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Merci pour tout. Au revoir.